Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous emmène sur l'océan Pacifique pour y découvrir différents endroits, histoires et phénomènes mystérieux, au moins à première vue. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous en laissant vos épaules se relâcher. Elles sont probablement contractées et ça ne sert à rien. Merci de soutenir cette émission par vos abonnements, vos commentaires et vos évaluations. C'est le premier épisode de 2026 et 8 mois après avoir lancé la Bibliothèque des rêves en 2025, le programme a déjà bien trouvé un public, notamment sur Spotify. Donc un grand merci à tous, bonne année, et en 2026 vous trouverez des dizaines de nouveaux épisodes de cette émission, publiés les dimanches comme d'habitude. Et maintenant, sans plus attendre, on va se rendre à notre première destination de ce soir, l'île de Pâques. Je suis d'autant plus content de vous en parler que c'est un peu comme à la maison pour moi. L'île de Pâques fait partie du Chili, où je vis. Et si un jour vous y allez, il faudra obligatoirement passer par Santiago du Chili pour prendre le vol. Mais notre première histoire va commencer bien avant qu'il y ait des avions, en 1722, quand pour la première fois, une expédition européenne atteint cette île du Pacifique. Un navire hollandais qui découvre l'île un dimanche de Pâques, d'où son nom. Son nom local, c'est Rapa Nui, qui est aussi le nom de ses habitants, les Rapa Nui, et de leur langue. En 1722, les Hollandais passent environ une semaine sur l'île, et ils estiment sa population à entre 2000 et 3000 personnes. Ils notent aussi la présence d'alignements de statues étranges près des rivages de l'île. Des statues représentant des visages allongés et qui sont orientés pour regarder vers l'intérieur de l'île, le dos tourné à l'océan. À l'époque, au XVIIIe siècle, des expéditions européennes sillonnent le Pacifique pour l'explorer et le cartographier avec ses très nombreuses îles qui sont parfois séparées par des centaines ou même des milliers de kilomètres. Alors après quelques jours, l'expédition hollandaise s'en va et pendant 50 ans, aucun autre navire européen ne visite l'île de Pâques. Jusqu'en 1770, cette année-là, 2 navires espagnols y arrivent et ils déclarent prendre possession de l'île au nom de l'Espagne, qui à l'époque a encore un empire immense en Amérique. Un empire qui va de la côte ouest de ce qui deviendra les États-Unis à la Terre de Feu, au sud du continent, ce qui est aujourd'hui en Argentine et au Chili. Donc l'île de Pâques est réclamée par l'Espagne, mais c'est une possession qui reste assez virtuelle, parce que l'île n'est pas occupée par les Espagnols, et elle est trop petite et trop lointaine de toute terre habitée pour que d'autres pays ne s'en soucient, ni ne se donnent même la peine de reconnaître l'île comme espagnole. Mais les Espagnols notent ce qu'ils voient sur l'île, et 50 ans après les Hollandais, la situation semble avoir bien changé. Certaines des statues qui étaient dressées en 1722 sont maintenant renversées en 1770, ce qui suggère que quelque chose de grave s'est produit. Peut-être une guerre, peut-être une chute de la population, mais en tout cas les statues n'ont pas été entretenues. La visite suivante a lieu 4 ans plus tard, et cette fois les navires qui arrivent font partie d'une célèbre expédition, celle de James Cook, un explorateur célèbre parce qu'il fait plusieurs voyages dans le Pacifique,
et il est notamment le premier Européen à faire le tour de la Nouvelle-Zélande et le premier à reconnaître la côte orientale de l'Australie, également à atteindre l'archipel d'Hawaï. Donc Cook fait un arrêt bref à l'île de Pâques, et peu de temps après lui, une expédition française et une autre russe. On sait par ces différentes expéditions qu'à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, l'état des statues continue à se détériorer, et elles sont maintenant toutes tombées. Donc quelque chose semble avoir eu lieu sur l'île au XVIIIe siècle, mais personne ne se donne la peine d'enquêter sur le sujet, parce que l'île est petite, elle est éloignée des routes commerciales, de navigation, elle n'a pas d'intérêt stratégique. Le continent le plus proche, c'est l'Amérique du Sud, la côte de ce qui deviendra le Chili, mais c'est quand même à plus de 3000 km à l'est de l'île. Un peu plus proche, mais quand même très loin, il y a la Polynésie française, qui est à plus de 2000 km. En fait, si on considère la distance avec d'autres terres émergées, l'île de Pâques est un des lieux les plus isolés sur Terre. En théorie, ça aurait pu en faire un port intéressant, une étape sur une route maritime. Mais à l'époque, il n'y a quasiment pas de trafic intercontinental dans le Pacifique Sud. Les navires traversent l'océan beaucoup plus au nord. Et donc l'île de Pâques n'apparaît pas utile pour les puissances européennes. Au début du XIXe siècle, l'Espagne est prise dans le tourbillon des guerres napoléoniennes. Elle s'affaiblit encore plus et elle perd la plus grande partie de son empire américain. Tous les pays d'Amérique latine se forment en rejetant la domination espagnole. Et donc elle abandonne ses prétentions sur l'île de Pâques. Personne ne vient la remplacer, et à part quelques expéditions de cartographie, personne ne vient déranger les habitants. Jusqu'en 1860, quand l'île est frappée par une catastrophe humaine et démographique. Des marchands d'esclaves, venus du Pérou, à plus de 3000 km, attaquent l'île pour faire une razzia, capturer des habitants et les emporter sur le continent pour les réduire en esclavage. Des années avant, en 1854, l'esclavage avait été aboli au Pérou, et comme pratique, il avait presque disparu. Mais dans quelques endroits où la loi n'était pas appliquée, il subsistait quand même, et donc le trafic d'esclaves existait encore. Mais en 1860, c'est devenu un commerce scandaleux, honteux. Et quand cette attaque sur l'île de Pâques et la capture de dizaines d'habitants est connue, ça sort dans la presse internationale, et il y a une campagne pour les faire libérer. Campagne qui permettra aux survivants d'être relâchés et de rentrer chez eux. Mais ils ne rentrent pas tout seuls. Ils apportent des maladies contractées en Amérique du Sud qui, apparemment, n'avaient jamais touché l'île de Pâques, comme la variole. Sans protection immunitaire contre ces bactéries et ces virus inconnus, les indigènes vont être décimés. Et même pire, la population restante s'effondre. À la fin des années 1860, il ne reste plus que quelques dizaines de personnes sur l'île, contre environ encore 1500 quelques années avant. Il y avait déjà eu des signes de déclin depuis 1722. Les statues s'étaient renversées, la population avait diminué de 2 à 3000 à 1500 en un peu plus d'un siècle. Mais là, ce raid sur l'île, suivi de l'importation de maladies, est vraiment désastreux. Et il manque de complètement éradiquer les Rapa Nui. Donc l'île est maintenant presque dépeuplée, presque vide, dans les années 1870,
Et en 1880, elle est annexée par le pays le plus proche, le Chili, qui cherche à s'étendre et il en prend possession. Elle en fait toujours partie aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait un mystère autour de cette île? Et pourquoi ce nom de l'île de Pâques est célèbre dans le monde entier, alors qu'il s'agit d'une île perdue, petite et loin de tout? Pour différentes raisons, qui ont commencé à attirer l'attention au XXe siècle. Déjà, je vous disais que l'île est séparée de toute autre terre émergée par des milliers de kilomètres d'océan, dans toutes les directions. Elle forme un point minuscule au milieu d'une étendue d'océan. Alors comment est-ce que les premiers habitants ont bien pu y arriver? Autour du monde, on a découvert beaucoup d'îles habitables, mais sans présence humaine, des îles qui sont bien plus faciles d'accès que l'île de Pâques. Donc comment et pourquoi et quand des humains ont traversé l'immensité pour s'installer là-bas? Ensuite, et surtout, il y a cette grande collection de statues autour de l'île. Certaines d'entre elles sont énormes, elles pèsent jusqu'à 80 tonnes. Comment est-ce qu'un petit groupe humain, loin du reste de l'humanité, et sans autres outils que ceux en pierre, il n'y a pas de métal sur l'île, ont pu réaliser tout ça? On admet généralement que pour qu'une culture humaine atteigne un certain degré de technologie, elle doit être relativement grande et au contact d'autres cultures. Déjà pour échanger des idées et des pratiques. Ensuite parce que la probabilité de découverte et d'innovation est bien plus grande dans des populations plus larges. La transmission aux nouvelles générations est aussi beaucoup mieux assurée quand les groupes sont nombreux. Et généralement, on associe les percées technologiques ou la production artistique à grande échelle, comme ce type de sculpture, avec des villes ou au moins de gros villages. Mais sur l'île de Pâques, il n'y a rien de tout ça. Pas de contact avec d'autres sociétés et une population restreinte, parce que l'île ne peut pas subvenir aux besoins de plus de quelques milliers de personnes à la fois. Évidemment, on peut imaginer que les habitants pourraient être arrivés sur l'île avec un bagage culturel et technique déjà avancé pour créer les statues. Mais si on cherche sur les terres émergées, à des milliers de kilomètres à la ronde, on trouve l'Amérique du Sud et des îles du Pacifique, où rien de similaire à ces statues n'a jamais été trouvé. Par leur taille et leur esthétique, elles sont uniques, étonnamment uniques. Et la culture Rapanui ne se limite pas à ces statues, qu'on appelle les moai. Elle a aussi élaboré un système de glyphes, peut-être une forme d'écriture, qui s'appelle le rongo-rongo, qu'on n'a pas non plus trouvé ailleurs, dans aucun autre endroit. Donc le mystère ici, le mystère principal, c'est de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer sur l'île de Pâques. Comment ce genre de trait culturel et de réalisation unique peut apparaître dans un groupe isolé du reste du monde. Pourquoi? Et enfin, pourquoi ce déclin apparent qui aurait commencé avant que l'île ne soit visitée et annexée par des étrangers? C'est ce mystère qu'on va explorer un peu plus en détail. Un mystère qui paraît s'épaissir au XIXe et au XXe siècle. Parce que quand les expéditions se multiplient et que les ethnologues et les archéologues arrivent, les ressources de l'île apparaissent incroyablement limitées aux visiteurs étrangers. L'île n'a pas un seul arbre debout et aucune source d'eau potable. Les seules réserves naturelles d'eau douce sont des lacs volcaniques qui sont remplis d'eau de pluie. Lacs volcaniques parce que l'île est formée de 3 volcans côte à côte.
C'est comme ça qu'elle s'est élevée au-dessus du niveau de l'océan. Et c'est pour ça qu'elle a une forme triangulaire, formée par les 3 cratères de ces volcans qui ne sont plus actifs actuellement. Et donc des lacs se sont formés dans leurs cratères, à leur sommet. Donc pas de métal, pas de bois, pas grand-chose pour permettre une irrigation des cultures, pas énormément de place non plus, impliquant une population restreinte. Comment est-ce qu'avec de telles conditions, un tel niveau d'avancée technique et culturelle a été possible? Est-ce que l'île de Pâques pourrait être le seul vestige d'une île plus grande, ou même d'un continent, qui aurait été englouti? Est-ce qu'à un moment, dans le passé, l'île de Pâques était très différente, écologiquement, de ce qu'elle est devenue? Voilà certaines des questions sur lesquelles les scientifiques et les archéologues se sont penchés depuis plus d'un siècle. Et ces mystères sont aussi la raison pour laquelle des mythes et des légendes modernes se sont développés autour de l'île de Pâques. La plus célèbre de ces légendes, c'est celle qui a trait à un continent supposément disparu, le continent de Mu, M-U. Ce continent mythique est mentionné pour la première fois au XIXe siècle, donc c'est une légende récente, et elle semble avoir été inventée par un antiquaire et archéologue amateur américain qui s'appelait Augustus le Plongeon. Donc Augustus le Plongeon s'était spécialisé dans les cultures mésoaméricaines, en particulier du Yucatan, la région historique qui est au cœur de la civilisation maya. Il a été en contact avec beaucoup d'antiquités mayas et quelques documents laissés par les Mayas, à partir desquels il a élaboré un certain nombre de théories qu'on pourrait appeler pseudo-archéologiques, parce qu'elles n'étaient pas confirmées par des preuves, et paraissaient déjà à l'époque assez extravagantes. Théories donc qui n'ont jamais été prises au sérieux par le monde académique, universitaire. Alors entre autres, il prétend avoir traduit une copie du Popol Vuh, qui est un texte qui compile l'histoire et la mythologie des Quichés, un groupe de peuples qui appartenait à l'ère culturelle maya. Je vous en ai parlé récemment dans un épisode sur les cités mayas. Vous pouvez vous y référer pour plus de détails. Et sur la base de ce document, il avance que la civilisation du Yucatan est en fait bien plus ancienne que les archéologues ne le pensent, plus ancienne que celle de l'Égypte même, et que cette civilisation ne s'est même pas développée en Amérique centrale, mais plutôt sur un continent perdu que le Plongeon situe non pas dans le Pacifique, mais dans l'Atlantique. Et il rattache ce continent perdu au mythe de l'Atlantide. Justement, au XIXe siècle, le mythe de l'Atlantide connaît un moment de popularité dans le monde de l'ésotérisme et de l'occulte. Mais ce continent, il l'appelle Mu, un nom qu'il reprend des travaux d'un archéologue et ethnologue français qui avait traduit des textes mayas, textes dans lesquels il était effectivement fait référence à une terre appelée Mu, qui aurait été engloutie par une catastrophe. À partir de là, Augustus le Plongeon imagine un scénario dans lequel ce continent, Mu ou l'Atlantide, aurait été situé au milieu de l'Atlantique, et quand une catastrophe l'aurait englouti, des rescapés se seraient enfuis vers l'est et vers l'ouest. À l'est, ils seraient devenus les ancêtres des anciens Égyptiens, et à l'est, ils auraient trouvé refuge en Amérique centrale et en Amérique du Nord, où ils auraient fondé la civilisation maya. À l'appui de cette hypothèse, il souligne le fait que Égyptiens comme Mayas ont construit des pyramides, ou que leur couleur de peau pouvait être proche. En fait, dès le départ, très peu de personnes prennent ce genre d'hypothèse au sérieux,
parce qu'il n'y a rien qui va, que ce soit l'archéologie et les objets qu'elle étudie, les textes anciens, l'étude de la linguistique, et au XXe siècle les analyses ADN ou la géologie, quand on établit la carte sous-marine de l'Atlantique. Tout indique déjà qu'il n'y a jamais eu de continent perdu dans l'Atlantique, puisqu'au fond de l'Atlantique, on a un rift entre plaques tectoniques, ce qu'on ignore encore au XIXe siècle, et que les cultures antiques, de part et d'autre de l'Atlantique, ne montrent aucun signe de contact avant notre ère, que ce soit par comparaison culturelle et linguistique ou par la génétique. Mais même si la thèse de Mu n'est que l'idée d'un original, le nom Mu ou pays de Mu est repris par des auteurs qui se situent à la frontière de la fiction, du fantastique et de ce qu'on appelle l'histoire alternative ou pseudo-histoire. Et ces auteurs vont reprendre le concept et le populariser, notamment dans le monde anglophone. Un des plus notables, c'est un écrivain et inventeur britannique, James Churchward. Il imagine Mu comme un continent peuplé par une civilisation avancée, et même une race humaine différente de la nôtre. Cette civilisation aurait prospéré entre 50 000 et 12 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire très longtemps avant toute civilisation connue. À l'appui de cette affirmation, il cite un certain nombre de coïncidences, certaines qui effectivement sont réelles, comme par exemple la répétition de certains motifs visuels ou de mots similaires entre différentes cultures. Il en invente aussi pas mal, au passage, qui n'existent pas, pour soutenir son hypothèse de continent perdu. Et parmi ces preuves, entre guillemets, il cite les Rapa Nui, en posant qu'ils seraient les descendants de cette civilisation perdue, et que l'île de Pâques serait en fait le sommet de ce continent englouti. Et, toujours selon lui, ce serait cette filiation avec la culture de Mu qui expliquerait l'avancement apparent des Rapa Nui, avec leur statut et leurs glyphes, leur système d'écriture. Tout ça, ce seraient les vestiges de cette civilisation perdue. Alors ça le fait déménager Mu depuis l'Atlantique, où le situait le plongeon, vers le Pacifique Sud. Une fois de plus, cette thèse n'est pas prise au sérieux, au-delà des quelques lecteurs qui veulent y croire. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Churchward ne fait aucune recherche sur l'île de Pâques, et comme chacun de ses auteurs avance une histoire et une localisation différente pour le continent perdu, ça n'aide pas à leur accorder de la crédibilité, parce que les versions sont incompatibles. Finalement, la cartographie des océans et les sondages de profondeur vont ruiner ces histoires alternatives de continents perdus. On voit que les îles volcaniques, comme l'île de Pâques ou les Açores dans l'Atlantique, ont émergé depuis un plancher océanique qui est sous l'eau depuis des millions d'années. Ça ne sont pas les sommets émergés de continents disparus, pas plus que les îles coralliennes, dont on comprend le mécanisme de formation. Donc il n'y a sans doute pas eu de continent englouti dans le Pacifique. Mais ce concept a eu le temps de se diffuser dans la culture populaire, où elle réapparaît à l'occasion dans des œuvres de fiction, des romans et des films. Pour ce qui est de l'origine des habitants de l'île de Pâques, on étudie au XXe siècle les migrations humaines dans le Pacifique, là encore à partir de données linguistiques et génétiques. Et il apparaît que les habitants de l'île de Pâques, les Rapa Nui, sont des Polynésiens. Comme bien d'autres Polynésiens, ils ont colonisé des îles distantes de plusieurs centaines ou même milliers de kilomètres, de façon assez impressionnante compte tenu de leurs moyens. Ils l'ont fait avec de petits bateaux capables de voyager sur l'océan
et d'emporter assez de réserves alimentaires en suivant des routes de navigation sur lesquelles ils se guident grâce à leur connaissance empirique de l'astronomie. Ce qui reste inconnu, c'est quand les premiers Polynésiens arrivent sur l'île de Pâques. Au plus tard, ça pourrait être au XIIe siècle, c'est-à-dire 600 ans avant le passage de la première expédition européenne. On le sait parce que les moaïs, les statues, ont été datées d'entre le XIIe et le XVe siècle, ce qui veut dire qu'au XIIe siècle, l'île était peuplée. Mais les habitants auraient pu arriver avant. Ça pourrait remonter à partir du IVe ou du Ve siècle. Peut-être que les premiers habitants cherchaient une terre où s'établir. Les Polynésiens faisaient ça. Ils exploraient le Pacifique, à la recherche de lieux vivables où s'installer. Et c'est de cette façon qu'ils ont colonisé une grande partie du Pacifique, où ils auraient pu aussi arriver à la suite d'une tempête ou d'erreurs de navigation, qui les auraient fait errer sur l'océan jusqu'à trouver l'île. On l'ignore, mais c'est possible, parce que vu la distance aux autres terres émergées, ça a dû être le plus grand saut jamais réalisé par des Polynésiens en un seul voyage sans escale. Mais en tout cas, une fois arrivés, ils ont occupé l'île sans discontinuer, et ils ont commencé à ériger les moaïs qu'ils ont produits sur une période de 3 siècles. Alors justement, examinons d'un peu plus près ces moaïs, ces statues, parce qu'elles ont aussi beaucoup à nous révéler sur les Rapa Nui. Les moaïs représentent des êtres humains, stylisés avec des têtes qui paraissent allongées, sur des corps relativement petits. Des corps représentés surtout par leur torse, avec des bras sur les côtés et pas de jambes. Leur taille et leur poids sont très variables, de 5 à 80 tonnes. Il y a même un moaï estimé à 200 tonnes et haut de plus de 20 mètres, appelé El Gigante, le géant, mais on l'a trouvé encore dans sa carrière, non terminée. Et il n'a jamais été transporté sur la côte. On a découvert plus de 1000 moaïs sur l'île, et à part quelques-uns qui ont été emportés et sont dans des musées, la grande majorité, y compris les plus grands, sont toujours sur l'île de Pâques. Ils sont tous sculptés dans de la pierre volcanique, en un seul bloc. Mais après avoir été transportés depuis leur carrière jusqu'à leur emplacement définitif, au moins certains d'entre eux ont reçu des yeux, fabriqués avec du corail, et une sorte de chapeau, un cylindre fait en pierre rouge qu'on appelle un pukao. Beaucoup de moaïs ont été placés en alignement sur des plateformes de pierre, qui pouvaient accueillir jusqu'à 15 statues. Et, comme je vous le disais auparavant, des statues toujours orientées vers l'intérieur de l'île, le dos tourné à l'océan. Ces statues sur les plateformes sont celles qui sont tombées au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, ce qui a été observé par les différentes expéditions. À tel point qu'au milieu du XIXe, elles étaient toutes tombées. Mais pourquoi est-ce que les moaïs ont été construits? Selon la tradition des Rapa Nui, les statues pourraient contenir les esprits de leurs ancêtres, être des vaisseaux qui les recueillent après leur mort physique, et qui permettraient ainsi aux ancêtres de rester près de leurs descendants pour veiller sur eux et les guider. Ça serait cohérent avec une tradition polynésienne. Sur d'autres îles, on a trouvé des monolithes qui avaient cette fonction. Des monolithes qui sont bien plus petits que les moaïs et qui n'ont pas forme humaine, mais c'est une tradition qu'on retrouve dans une partie de la Polynésie que d'ériger des pierres auxquelles les esprits des ancêtres resteraient ancrés. Alors les moaïs pourraient être une forme, une variation locale de cette pratique,
qui auraient pris des proportions spectaculaires sur l'île de Pâques. La théorie est séduisante, mais pas confirmée à 100%, parce que les Moaïs sont quand même très différents de ces monolithes polynésiens tels qu'on les trouve sur les autres îles du Pacifique. Déjà, ils ne sont pas anthropomorphiques, ils n'ont pas forme humaine, et ensuite aussi parce qu'il s'est visiblement passé beaucoup de choses avant et après le passage de la première expédition étrangère. Donc les Moaïs ont très bien pu acquérir un autre sens. On sait que la population Rapanui s'est effondrée dans les années 1860 à cause de l'interférence extérieure. Mais même avant, il y avait déjà des signes de déclin démographique, mais peut-être aussi matériel et culturel. Parce que les derniers Moaïs sont érigés au XVe siècle, longtemps avant l'expédition de 1722. Le fait que les Moaïs ne soient plus entretenus et tombent les uns après les autres au XVIIIe siècle, ça n'a pas été causé par l'extérieur. Alors est-ce que ça pourrait être dû à un manque de ressources, en énergie, en temps, pour les entretenir, ou alors au fait que les croyances associées aux Moaïs, qui avaient conduit à leur création, étaient tombées en désuétude, peut-être. Ou encore, ça pourrait être dû à des conflits, peut-être qu'ils ne sont pas tombés tout seuls et qu'on les a renversés. Il n'est pas impossible que les rites ou les croyances qui ont conduit les Rapanui à ériger ces statues aient été oubliés et que leur créateur ait emporté un secret avec eux. Dans tous les cas, l'île a décliné toute seule, pas seulement à cause des étrangers, et ça pose la question de savoir ce qui a bien pu s'y passer. Alors, là encore, il y a plusieurs possibilités. Une première d'entre elles nous est suggérée par la tradition orale des habitants. Tradition qui inclut des histoires, des récits sur leur passé. Et cette tradition parle d'une époque, il y a longtemps, quand deux groupes coexistaient sur l'île. L'un appelé les longues oreilles, qui auraient été dominants, et un autre, les courtes oreilles. Ce qui n'est pas clair, c'est si ces deux groupes auraient été deux peuples différents, et les Rapanui, dans ce cas-là, auraient été les courtes oreilles, le peuple dominé, ou s'il s'agissait plutôt de deux classes sociales, et qu'ils étaient tous Rapanui. Mais la légende dit que les longues oreilles forçaient les courtes oreilles à les servir, y compris en construisant les Moaïs. S'il y a une réalité historique derrière cette tradition orale, ça pourrait vouloir dire qu'à une époque, il y a eu différentes factions sur l'île, ou que des étrangers, peut-être aussi polynésiens, sont arrivés plus tard et ont soumis les Rapanui. Est-ce que ce groupe des longues oreilles aurait pu venir d'ailleurs que de Polynésie, par exemple d'Amérique du Sud? Techniquement, ça n'est pas impossible, mais ça paraît quand même peu plausible, parce que la distance est énorme, plus de 3000 km, et les précolombiens d'Amérique du Sud ne sont pas vraiment connus pour avoir été très loin sur le Pacifique. Et il n'y a aucune preuve archéologique que ça soit arrivé. C'est pour ça que la communauté scientifique rejette cette idée de différents peuples coexistant sur l'île, et elle considère plutôt que ces récits concernent plutôt des classes sociales ou des tribus, des factions rivales. Ce qui paraît appuyer cette idée, c'est que la population de l'île au XVIIIe siècle, qui a été estimée à 2000 à 3000 personnes, ne vivait pas unifiée, d'après les observations des expéditions. Il y avait différents clans, des clans de quelques centaines de personnes, et comme les ressources de l'île étaient limitées, comme on l'a vu, il est possible que la situation ait été propice au conflit. D'après l'expédition hollandaise de 1722, les Rapanui vivaient à l'époque en clans séparés, mais avec un système de partage des ressources.
Les Hollandais relèvent que les habitants ont une cérémonie, un rituel, auquel chaque clan envoie un champion. Les champions se livrent à une compétition. Ils doivent nager jusqu'à un îlot en face de la côte. Et de cet îlot, ils doivent ramener à la nage un œuf d'oiseau. Le premier à revenir accorde à son clan le droit de décider de la répartition des ressources, jusqu'à ce qu'une nouvelle compétition ait lieu. Au XVIIIe siècle, cette organisation sociale et politique domine. Mais à cette époque, ça fait longtemps qu'on ne produit plus de moaï à Rapa Nui. Et il semble qu'il y ait déjà eu un certain déclin. Donc rien ne dit que cette tradition ait existé à l'époque sans doute plus prospère où les moaïs ont été érigés. Ça a conduit des experts à supposer qu'il a pu y avoir une organisation sociale différente à l'époque des moaïs. Et qu'à un moment, une révolution ou un changement assez brutal serait intervenu. Parce que c'est difficile de comprendre pourquoi on aurait soudainement arrêté de faire des statuts sans un changement drastique de situation. Une théorie du XXe siècle à ce sujet avance que ce déclin ou ce changement sur l'île de Pâques pourrait avoir été causé par un effondrement écologique, le résultat d'une surexploitation des ressources qui aurait ruiné l'île. Vous vous souvenez que quand les Hollandais arrivent, ils sont surpris de trouver une île sans arbres, pas un seul. C'est inhabituel pour une île volcanique avec un climat tempéré dans le Pacifique Sud. On s'attendrait à la trouver couverte de forêts. Et effectivement, il est probable qu'à une époque, il y a eu du bois sur l'île, et même beaucoup de bois. Parce que pour déplacer les moaïs, depuis leur carrière, il fallait sans doute les faire rouler sur des troncs ou construire des traîneaux. Dans les deux cas, il faut des arbres. D'où la théorie que la fabrication des moaïs, et surtout les autres activités humaines, aurait pu déforester l'île, jusqu'au point où le dernier arbre aurait été coupé. Ça expliquerait à la fois l'arrêt brutal de la production des moaïs et la pauvreté matérielle des habitants au XVIIIe siècle. Pas de bois, ça veut dire pas d'embarcation pour aller pêcher au-delà de la côte. Pas ou peu de carburant ou de matières premières pour cuisiner et fabriquer des objets. Les Européens qui arrivent à l'île de Pâques trouvent les habitants vivant essentiellement de la pêche côtière, de la récolte de coquillages et aussi de la chasse des oiseaux ou de la récolte de leurs œufs. Alors est-ce que les habitants se sont autodétruits en épuisant leurs ressources jusqu'au point de non-retour? Peut-être, mais c'est seulement une hypothèse, parce que la déforestation pourrait aussi avoir des causes plus naturelles, notamment un phénomène climatique appelé El Niño, qui touche une partie du Pacifique et qui peut affecter fortement la végétation pendant plusieurs années consécutives. Ça pourrait avoir peut-être pas causé, mais au moins contribué à éliminer tous les arbres. Une autre explication possible, ça pourrait être des conflits sur l'île, des guerres entre factions, qui auraient entraîné une déforestation accélérée si chaque camp essayait de détruire les ressources de l'autre ou des autres. Ça pourrait avoir été un ou plusieurs de ces facteurs qui auraient entraîné l'effondrement écologique de l'île de Pâques et peut-être aussi se stimuler entre eux. Une baisse des ressources, ça augmente le risque de conflit qui peut entraîner lui-même plus de destruction des ressources et ainsi de suite, un cercle vicieux. Et c'est ça qui est au cœur des mystères de l'île de Pâques. D'une manière ou d'une autre, sur cette île isolée, loin de toute autre terre émergée, une société humaine en miniature, avec ses quelques centaines ou milliers d'habitants, a provoqué ou a subi un processus de destruction et a dû trouver un nouvel équilibre, précaire,
pour survivre sur une île qui était maintenant largement vidée de ses ressources végétales, sans aucun arbre ou plante de grande taille, pendant des générations et des générations, peut-être avec quelques conflits épisodiques, en vivant au milieu des vestiges spectaculaires laissés par leurs ancêtres, ces statues extraordinaires qui évoquent un monde perdu. Des statues bien plus grandes et spectaculaires que tout ce qu'on peut trouver dans le Pacifique. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais une tragédie s'est nouée sur l'île de Pâques, soit sous la forme d'un effondrement brutal ou d'un long déclin, dont seulement les Moaï pourraient nous parler, s'ils étaient doués de parole. Il nous reste d'autres mystères à découvrir ce soir. Je vous ai parlé de cette légende créée au XIXe siècle qui faisait de l'île de Pâques le reste émergé d'un continent perdu. Alors, en parlant de continent perdu, allons à plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest, en Asie, près d'une île japonaise appelée Yonaguni, pour parler d'une formation rocheuse sous-marine qui a soulevé beaucoup d'intérêt depuis sa découverte, dans les années 1980. Le monument de Yonaguni. Yonaguni, c'est une petite île avec une population de quelques centaines de personnes. Et même si elle appartient au Japon, elle est proche de Taïwan, à une centaine de kilomètres au large à l'est de Taïwan. C'est un spot de plongée populaire parce que l'eau y est assez peu profonde et il y a une grande population de requins-marteaux dans ces eaux. Les requins-marteaux, ce sont des requins de taille petite ou moyenne qui sont généralement inoffensifs pour l'homme. Ils ne sont pas agressifs et ils ont des gueules toutes petites qui sont adaptées aux petites proies, donc pas grand risque, même s'ils s'énervent. Alors les plongeurs explorent les eaux autour de Yonaguni. Et en 1986, l'un d'entre eux note une formation assez étrange sur le fond de l'océan. Une formation rocheuse qui ressemble à une structure architecturale, avec ce qui paraît être des marches, peut-être la base de murs, ou les premiers degrés d'une pyramide, ou encore des terrasses. Le site est seulement à 26 mètres sous l'eau, donc facile d'accès. Le plongeur signale sa trouvaille, et peu après, des scientifiques vont voir de quoi il en retourne, et vont cartographier en 3 dimensions cette formation. Effectivement, elle est inhabituelle, et elle a une certaine ambiguïté. Sous certains angles, on dirait bien les ruines d'un monument, construit avec de grands blocs de pierre, une architecture qui pourrait rappeler un peu celle employée par les précolombiens dans les Andes. Mais sous d'autres angles, ça paraît plutôt être une formation rocheuse comme une autre. C'est intriguant. Le monument a des angles droits, ou presque droits, qui ont un air intentionnel, mais en même temps c'est une structure d'environ 75 mètres de long et jusqu'à 25 mètres de hauteur, qui ne ressemble à aucune forme connue d'architecture. Certaines de ces marches sont petites et d'autres gigantesques. Il n'y a aucune symétrie, pas de fonction apparente pour la structure, si elle était artificielle. Et surtout, elle n'est pas faite de blocs empilés intentionnellement les uns sur les autres. Les quelques blocs qui composent toute la structure sont connectés, soudés au fond de la mer. Il s'agit en fait non pas d'une construction, mais d'une protubérance du plancher océanique. Donc cette structure, si elle était artificielle, n'aurait pas été réellement construite, mais plutôt sculptée dans une formation rocheuse bien plus grande. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que ce site n'était peut-être pas sous l'eau il y a quelques milliers d'années. Il pourrait dater de la dernière glaciation, quand le niveau de l'eau était plus bas. Et ensuite, l'eau pourrait avoir monté.
soit en raison du réchauffement, ou alors à cause d'un événement sismique qui aurait fait descendre le plancher de quelques dizaines de mètres et aurait entraîné son immersion. C'est incertain, et rien ne prouve que le monument ait jamais été au-dessus de la surface, mais techniquement, ça n'est pas impossible. Tout le mystère du monument de Yonaguni vient de ces ambiguïtés. Est-ce qu'il a été à une époque au-dessus de la mer? Et surtout, est-ce que c'est une structure artificielle ou naturelle? Le grand argument en faveur d'une origine artificielle, c'est son apparence qui, effectivement, est assez saisissante, au moins au premier coup d'œil. Plus tant que ça quand on y regarde de plus près. Parce que quand on commence à s'interroger sur la fonction de cette structure, elle semble un peu manquer de raison d'être. Ce qui ressemble à des marches ne mène vers rien, et les différences de taille entre les marches semblent rendre impossible leur utilisation pour quoi que ce soit. On pourrait peut-être y voir les fondations de quelque chose, une base. Mais si c'était le cas, il devrait y avoir des trous pour tenir des poteaux, ou alors des pierres empilées au-dessus. Mais il n'y a rien de tout ça, pas de pierres écroulées à proximité. Et en fait, à part quelques marches et ce qui ressemble à des parois, rien d'autre ne paraît vraiment avoir été sculpté sur le monument. Le reste, c'est des rochers assez classiques. Une possibilité alors, si le site a été un jour émergé, c'est qu'il aurait pu servir de carrière. On en aurait extrait des blocs taillés. Dans les îles environnantes, il a existé une tradition d'architecture en pierre, mais pas à partir de carrières de ce type. Alors une bonne question, c'est de savoir s'il existe des formations rocheuses naturelles qui ont l'air artificielles ou intentionnelles. Et la réponse est oui. Des angles droits et des formes géométriques peuvent apparaître naturellement. Un exemple, c'est ce qu'on appelle les orgues basaltiques. Des roches volcaniques arrivées à la surface sous forme de lave, et quand elles se refroidissent, elles adoptent une forme hexagonale. Maintenant, les roches de Yonaguni ne sont pas volcaniques, mais sédimentaires. Elles n'ont pas refroidi pour prendre cette forme. Mais différents géologues qui ont étudié le monument ont relevé que, certes, la forme était inhabituelle, mais pas impossible naturellement. On a déjà trouvé des parois et des angles droits sur des formations naturelles. Les défenseurs de la théorie du monument artificiel mettent en avant le fait que la forme ovale de la structure, les marches et une partie qui pourrait ressembler à un passage indiquent que ça aurait pu être une sorte de château ou de temple ou les deux. Certains ont daté le site à entre 2 et 3 000 ans, jusqu'à 10 000 ans d'ancienneté. Maintenant, les implications de ces différentes dates seraient très différentes pour l'archéologie. Si c'est 2 à 3 000 ans, le site serait une curiosité, indiquant qu'il a été émergé il n'y a pas si longtemps, et il aurait pu se retrouver sous l'eau après un glissement de terrain. Ça pourrait indiquer que la culture locale avait une architecture en pierre plus spectaculaire que ce qu'on pensait, mais sans plus. Parce qu'il y a 2000 ans, il y avait déjà des cultures qui construisaient en pierre en Asie, à commencer par la Chine, qui n'est pas très loin. Par contre, si cette structure est artificielle et qu'elle a 10 000 ans, alors il faut réécrire l'histoire pour y inclure une civilisation bien plus ancienne que tout ce qu'on connaît. C'est pour ça que le monument d'Yonaguni est devenu un des grands arguments repris dans les théories pseudo-archéologiques, qui prétendent que la civilisation sur Terre est bien plus ancienne que ce qu'avancent les historiens. Ça n'inquiète pas spécialement la communauté archéologique, parce que d'une part, la datation à 10 000 ans sort un peu du chapeau, elle n'est soutenue par rien. Et d'autre part, il n'y a aucune preuve de l'existence d'une civilisation avancée en Asie ou ailleurs sur Terre, si loin dans le passé.
Si elle avait existé, il paraît très improbable que son seul héritage, ce soit une structure antique et immergée. 10 000 ans, ça n'est pas si ancien. On a des vestiges préhistoriques dans des grottes et des lieux occupés par des hommes préhistoriques qui datent de plus de 100 000 ans. Et si on se situe à moins 50 000 ou moins 40 000 ans, les traces archéologiques sont assez abondantes en Afrique, en Asie, en Europe. Alors, si ces vestiges ont traversé des dizaines de milliers d'années, il est difficile de croire qu'une culture vieille de seulement 10 000 ans ne laisserait rien d'autre derrière elle. Et en plus, le site est peut-être bien naturel, parce que pour le voir comme artificiel, il faut quand même le regarder sous certains angles bien précis. Donc au total, rien de bien concluant ou suffisant pour jeter à la poubelle les travaux de milliers d'archéologues autour du monde, sur la base de suppositions assez contestables. D'ailleurs, ce qui est révélateur, c'est que si vous cherchez des images du monument de Yonaguni en ligne, la moitié des résultats ne sont pas des photos du site tel qu'il est, mais des vues d'artistes ou des images générées par IA qui représentent des constructions comme des pyramides ou des forteresses, construites avec des blocs de pierre taillés, qui n'ont en fait pas grand-chose à voir avec le monument de Yonaguni réel, qui lui est soudé au fond de la mer. C'est une protubérance rocheuse, pas un bâtiment construit sur le sol. La réalité n'est pas assez impressionnante pour conclure qu'il s'agit d'un édifice construit par l'homme, mais il est quand même atypique, c'est vrai, et il est légitime de l'étudier. En tout cas, il soulève des questions sur la chronologie des cultures humaines, qu'il est toujours bon de laisser ouvertes à la recherche future. Maintenant, une petite dernière pour terminer, une autre histoire mystérieuse. Je sais que vous aimez bien les histoires de vaisseaux fantômes, alors en voilà une, pas si ancienne, avec un vrai navire qui est survenu dans le Pacifique. C'est l'histoire du Royita, un bateau d'origine américaine qui a mystérieusement disparu en 1955 pour réapparaître quelques semaines plus tard, sans équipage et peu d'indices de ce qui s'y était vraiment passé. Il y a des paillettes parce que l'histoire commence à Hollywood et du mystère. Alors allons-y. L'histoire débute en 1931. Le Royita est baptisé au nom d'une actrice de film muet, Jules Carmen. En espagnol, una joya, c'est une pierre précieuse ou un bijou. Et Royita, ça veut dire petit bijou, ce qui reprend le prénom de Jules Carmen. Le navire est construit à Los Angeles, comme yacht de luxe, commandé par un réalisateur de films, Roland West. C'est un yacht de bonne taille, 21 mètres. En 1936, il est vendu à un nouveau propriétaire, et pendant ces 10 premières années, le Royita reste basé à Los Angeles. Il est utilisé comme navire de plaisance le long de la côte pacifique, du Mexique au sud jusqu'à San Francisco au nord. En 1941, 2 mois avant l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, qui marque l'entrée en guerre des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, le Royita est racheté par la marine américaine, l'US Navy, et envoyé à Hawaï pour y servir de navire de patrouille. Il sert pour surveiller les côtes de la grande île d'Hawaï, et donc il n'est pas affecté par l'attaque de Pearl Harbor. Et ensuite, au long de la Deuxième Guerre mondiale, il continue à remplir le même rôle. Quand la guerre se termine, le navire n'est plus jugé utile et on enlève l'essentiel de son équipement avant de le vendre. En 1948, il est vendu à des propriétaires privés. Il change de main encore 2 fois après. Et finalement, il est repris pour être envoyé comme navire de transport
aux îles Samoa, à plus de 8000 km de la Californie, où il a été construit. Maintenant, le Rojita sert à transporter des marchandises et des passagers entre les îles, parfois des cargaisons de poissons, en fonction des opportunités, donc il fait du cabotage. Dans les années 1950, il y a très peu de petits avions, et les hélicoptères sont encore très rares. Donc ce sont des bateaux de ce type qui transportent les quelques passagers qui veulent se déplacer entre les îles, là où une ligne régulière serait impossible, parce qu'il n'y a pas assez de voyageurs. Le 3 octobre 1955, le Rojita quitte Samoa pour ce type de voyage, à destination des îles Tokelau, qui sont environ à 400 km. Il transporte 25 personnes. Il y a 16 membres d'équipage et 9 passagers, dont un officiel du gouvernement, un chirurgien qui va faire une opération, un homme d'affaires ou encore 2 enfants. Il embarque aussi une cargaison de marchandises, du bois, des fournitures médicales, différents types d'aliments, c'est-à-dire les marchandises qui, typiquement, se transportent entre les îles. Le voyage doit durer entre 40 et 48 heures, mais le départ est retardé un peu parce qu'un des 2 moteurs tombe en panne. Ça n'est pas très grave, parce que le navire peut voyager avec un seul moteur. Et donc, après 24 heures où on a essayé de réparer le moteur défectueux, sans succès, on décide de partir quand même, de remettre la réparation à plus tard. Donc le navire est attendu aux îles Tokelau le 5 octobre, mais il n'y arrive pas. Alors le 6, un message est envoyé depuis sa destination pour signaler que le Rojita n'est toujours pas là. Aucun SOS n'a été envoyé depuis le navire, alors qu'il a une radio. Il y a eu des vents un peu forts, mais pas de tempête, pas de problème de météo. Donc c'est intriguant, mais pas forcément alarmant. On sait qu'il était parti sur un seul moteur. Ce moteur aurait pu tomber en panne et la radio avoir un problème. Alors on envoie des recherches. Sur une grande zone, l'armée de l'air néo-zélandaise, dont dépendent les îles Tokelau, cherche le Rojita. Pendant une semaine entière. Rien. On dirait que le Rojita s'est volatilisé, sans laisser de traces, avec son équipage et ses passagers. On doit donc accepter ce qui semble évident. Il a coulé, pour une raison inconnue. Et donc les recherches sont arrêtées après quelques jours. 5 semaines passent, et on est maintenant en novembre. Le navire a déjà été considéré comme perdu. Mais là, soudain, il réapparaît. Un navire marchant le signal à plus de 1000 km à l'ouest de sa route prévue, dérivant dans le Pacifique. Le navire est en partie inondé, et il tangue, mais il flotte encore. On l'aborde, et là, aucune trace de personne. Et une partie de sa cargaison manque aussi. Les sauveteurs notent que la radio a été réglée sur le canal des appels de détresse internationaux. Donc apparemment, il y a eu une tentative pour appeler à l'aide. Mais plus tard, en examinant la radio, on se rendra compte qu'il y avait une défaillance qui limitait sa portée à quelques kilomètres. Ce qui explique sans doute que personne n'ait capté l'appel de détresse. On note aussi que les canaux de sauvetage ne sont plus là, et il manque encore le journal de bord, ainsi que les instruments de navigation et les armes à feu que le capitaine gardait dans sa cabine. La valise d'un médecin est trouvée sur le pont. Il y avait un chirurgien parmi les passagers, et logiquement il devait garder son équipement dans une cabine. Donc si l'équipement a été sorti
c'est sans doute pour s'en servir. Et d'ailleurs, on trouve aussi des bandages avec des traces de sang, ce qui indique que quelqu'un a été blessé. Une enquête commence pour essayer d'éclaircir ce mystère, l'énigme de ce qui est devenu un vaisseau fantôme. Un cas qui rappelle celui d'un autre navire retrouvé à la dérive au XIXe siècle, sans personne à bord, mais sur l'Atlantique, le Marie Céleste. Un navire qui semblait poser la même question. Pourquoi évacuer, apparemment en catastrophe, un bateau qui flotte encore et qui, même s'il a une avarie, reste bien plus sûr que des canots de sauvetage? C'est à partir de cette question et des indices trouvés à bord que différentes possibilités apparaissent. La première, ça serait que le capitaine est mort ou est devenu incapable de diriger, peut-être à cause d'un accident ou d'un problème de santé. Peut-être que ces bandages, trouvés sur le pont, étaient pour lui. Le capitaine, Thomas Miller, était très expérimenté et familiarisé avec le bateau. Il savait que la coque le maintiendrait à flot pendant longtemps. Et d'ailleurs, après 5 semaines de dérive, le bateau flottait toujours. Donc, d'après toutes ses connaissances, il n'y avait aucune chance qu'il ait ordonné l'évacuation. D'où l'idée que si une évacuation a été décidée, c'est parce que le capitaine était mort ou incapable de donner des ordres. Un scénario pourrait avoir été qu'il soit mort ou ait été gravement blessé. L'équipage et les passagers auraient paniqué et évacué sur les canaux de sauvetage. Ensuite, ils auraient disparu en mer, alors que le Rojita continuait à dériver pendant des semaines. C'est possible, mais pas totalement convaincant. Déjà parce que rien ne prouve la mort du capitaine, et ensuite parce que ça n'explique pas qu'une partie de la cargaison ait disparu. Il en manque 4 tonnes, c'est-à-dire pas le genre de charge qu'on emporte sur des canots de sauvetage. Donc il faudrait imaginer que soit les passagers aient jeté cette cargaison par-dessus bord, peut-être dans une tentative d'alléger le navire, s'ils le croyaient en train de couler, ou alors qu'entre-temps, d'autres aient trouvé le navire abandonné et se soient servis. Ça fait beaucoup de spéculations et de présupposés un peu invraisemblables pour réconcilier ce scénario avec les preuves matérielles. Hypothèse numéro 2, ça pourrait être une fraude à l'assurance, organisée par le capitaine. C'est mentionné comme hypothèse à l'époque, parce que le capitaine avait amassé de grosses dettes. Mais là encore, ça apparaît peu crédible. Pourquoi tuer 25 personnes et organiser sa propre disparition? Ce qui paraît un peu exagéré comme fraude, quand on pourrait simplement couler le navire quand il n'y a personne à bord, près d'un port. Et le capitaine n'est jamais réapparu par la suite, donc probablement pas une fraude non plus. D'où l'hypothèse numéro 3, ça pourrait être une mutinerie qui aurait mal tourné. Selon des témoins, il y avait une certaine animosité entre le capitaine et son second. Le déclenchement de la mutinerie et d'un conflit à bord pourrait avoir été provoqué par une avarie ou une panne. En étudiant le navire, on se rend compte qu'un tuyau du système de refroidissement s'est rompu ou a été détruit, ce qui a entraîné le début de l'inondation à bord. Ça n'était pas une brèche dans la coque. Pas quelque chose de suffisant pour le faire couler, mais une avarie assez grave. Les pompes pour évacuer l'eau auraient pu aussi tomber en panne, et l'équipage aurait demandé à retourner au port. Ce que le capitaine pourrait avoir refusé, il avait des dettes à couvrir, et ce désaccord pourrait avoir été l'étincelle qui aurait déclenché la révolte. Ensuite, le capitaine aurait été tué ou blessé, et sans lui,
l'évacuation aurait été décidée. Malgré tout, même sans avoir l'expérience du capitaine, les membres d'équipage n'étaient pas stupides non plus. Il semble assez invraisemblable qu'ils aient préféré tenter leur chance sur des canaux de sauvetage au milieu de l'océan. S'ils avaient évacué, ça devrait plutôt avoir été après avoir aperçu un récif ou une île et essayer de l'atteindre. Peut-être à cause des vents, les canaux se seraient perdus. Le navire était devenu incontrôlable et il aurait continué sa dérive sans personne à bord. Là encore, c'est possible techniquement, mais ça requiert beaucoup d'hypothèses successives, et ça ne dit toujours pas pourquoi une partie de la cargaison n'est plus là. Donc, quatrième hypothèse, et si en fait le navire avait été attaqué? Par exemple par des pirates ou par un sous-marin soviétique. En 1955, on est dans une phase de haute tension dans la guerre froide. Ou encore, pourquoi pas, attaqué par des Japonais. Cette hypothèse de l'attaque japonaise gagne du terrain quand les gens qui nettoient le Rojita trouvent des couteaux à bord. Des couteaux qui sont estampillés Made in Japan. Évidemment, ça fait 10 ans que la guerre contre le Japon est terminée. Ça ne peut pas être une attaque conventionnelle. Mais deux hypothèses circulent à l'époque. La première, ça serait que le Rojita serait passé près de navires de pêche japonais et aurait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, peut-être un trafic par exemple. À l'époque, le sentiment anti-japonais est encore très fort en Océanie et dans l'ouest du Pacifique. Le souvenir de la guerre est très frais. Ou alors, deuxième hypothèse de la piste japonaise, le Rojita serait passé près d'une île isolée, avec une base japonaise datant de la guerre, mais dont les hommes ne sauraient pas qu'elle est terminée, ou qui n'accepteraient pas de déposer les armes. Et c'est vrai que cette situation est arrivée sur des îles du Pacifique occupées par des Japonais. Parfois, ils n'avaient pas de moyens de communication, et ils ont appris la fin de la guerre des années plus tard. Donc une hypothèse qui n'apparaît pas absurde à l'époque, mais on n'a jamais trouvé de base japonaise dans la région au cours des décennies suivantes. Donc hypothèse qu'on peut aujourd'hui écarter. De toute façon, si c'était arrivé, on peine à croire que les assaillants aient laissé le navire repartir sans en prélever toute la cargaison alimentaire et médicale. Mais la piste japonaise, qui avait été reprise par la presse, va se dégonfler quand on inspecte ces couteaux trouvés à bord. Ils sont vieux, rouillés, et ont probablement été laissés à bord depuis les années 40, à l'époque où le navire servait pour pêcher. Pour la même raison, l'absence de preuves et de mobiles, l'idée du sous-marin soviétique est laissée de côté. On ne voit pas pourquoi un navire soviétique, si loin de ses bases, attaquerait un petit navire marchand, sans armes, sans cargaison de valeur. Ce serait un objectif absurde. Ou alors il aurait fallu qu'il l'attaque sur un malentendu, par erreur. Il reste la possibilité de pirates modernes. Mais là encore, pas de traces de piraterie à l'époque dans la région, ce qui rend l'hypothèse peu crédible. Et c'est sur cette série d'observations et de pistes que l'enquête se clôt, laissant l'histoire du Rojita comme un mystère non résolu, comme le Marie Céleste dans l'Atlantique. Plusieurs scénarios, dont aucun n'est totalement satisfaisant, et une énigme qui perdure jusqu'à nos jours. C'est la fin de nos histoires pour ce soir. Vous pouvez maintenant garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir.
Ou alors, si vous n'avez pas sommeil, choisir un autre voyage, un autre épisode dans la bibliothèque des rêves. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. D'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.